comme constaté par les rédacteurs de la version révisée de l'Histoire générale de l'Afrique, l'Afrique et ses diasporas ont souvent été présentés comme des groupes distincts qui n'ont eu que des contacts sporadiques durant de brefs moments. Pour changer cette perception réductrice de ces relations, le comité scientifique de l'Histoire générale de l'Afrique a adopté le concept d'Afrique globale. Ce concept permet de comprendre l'histoire de ces relations comme un processus articulé et continu, fait de circulation de personnes, de connaissances, de savoir-faire, de production culturelle et dont la matrice est l'héritage africain. Le concept permet aussi de mettre l'accent sur la présence multiforme de l'Afrique dans les différentes régions du monde et la diversité de ses influences sur les autres cultures. Ce concept ne nie pas la complexité anthropologique de l'Afrique, en partant surtout des modes internes de transmission orale des savoirs. Les spécialistes des sciences humaines, à la suite surtout d'historiens comme Joseph Kizerbo, ont relevé l'existence et le fonctionnement d'une multitude de communautés organisées selon divers modèles sociopolitiques. Mais en même temps, au plan socioculturel et linguistique, ces communautés correspondent à des aires culturelles plus englobantes et formant un continuum civilisationnel. Celui-ci se caractérise souvent par le primat de la seniorité. Partout en Afrique, on vous dira « c'est mon grand frère ». Il se caractérise aussi par la recherche du consensus dans la gouvernance publique. Il se caractérise enfin par le choix de l'être pour plus de solidarité sociale au lieu du choix de l'avoir pour l'accumulation de richesses matérielles et la recherche de production abondante par plus de technicité. Ces éléments, aujourd'hui, sont développés surtout par les chercheurs africains, hélas de moins en moins par des chercheurs de l'Occident. Et l'Afrique devient aujourd'hui, à travers ses instituts et ses centres de recherche, un lieu de production et de diffusion de ces nouveaux savoirs, surtout que sont ainsi renouvelées les problématiques et les questionnements divers. Le concept permet de montrer les drames internes et externes du continent. Le plus ancien de ces drames est l'esclavage. Drame d'abord interne, il est probablement l'effet d'épisodes graves de la péjoration du climat. Ce phénomène naturel est encore mal connu pour notre continent, mais selon certains travaux récents, surtout je pense aux travaux d'Alpha Bouraïma Gado sur la situation du Sahel au XVIIIe et XIXe siècle. Ces travaux montrent que la péjoration du climat a provoqué famine et disette, migration et guerre entre communautés à travers le continent et a fait passer souvent des sociétés d'un système égalitaire à un système inégalitaire. Il a ainsi prolongé des pratiques de mise en servitude datant de l'Antiquité égyptienne et largement répandues encore au XIXe siècle. C'est sur cet axe, amplifiant les effets de l'esclavage interne, que se déploie la demande européenne
et son organisation systématique de la traite atlantique à partir du XVIe siècle. Là aussi, c'est sur ce même axe que la demande arabe se fait plus forte dans l'océan Indien, surtout du XVIIe siècle au XIXe siècle. Le drame de l'esclavage devient absolu parce que externe, il porte sur des dizaines de millions de personnes, immense force de travail perdue pour le continent. Mais il est aussi par là, paradoxalement, la voie par laquelle l'Afrique essaime involontairement dans de nouvelles terres et les féconde. Ainsi en est-il des Amériques, de l'Europe, de l'Asie, dans l'Extrême-Orient, qui, on le découvre de plus en plus, a entretenu des relations avec les peuples africains de l'océan Indien entre le 8e et le 14e et le 15e siècle. L'avantage pris par l'Europe dans l'intensification de l'activité économique adossée au développement des villes lui permet d'engager des politiques d'expansion dans le monde et en même temps l'intensification, hélas pour nous, de la traite négrière atlantique. À partir surtout du XVIIIe siècle, l'image de l'Afrique globale est exécrable, surtout en Europe. Parce que l'esclavage met légalement l'être humain à la merci d'un autre homme. Je pense en particulier au Code noir, sous Louis XIV. L'esclavage des Noirs fait naître et promeut peu à peu le racisme anti-noir. Cette perception négative prévaut longtemps pour nourrir au XXe siècle encore l'européocentrisme qui, comme le dit Jacques Goudy, fait des autres peuples des peuples inférieurs. C'est ainsi que s'est préparée idéologiquement la conquête de l'Afrique. Mais l'Afrique globale s'est toujours défendue contre tout cela. Dans les diasporas d'abord et le marronnage, à travers les insurrections d'esclaves, on constate ce refus. Dans les Amériques, par exemple, j'ai noté qu'il y avait eu 14 grandes rébellions d'esclaves au XVIe siècle, 19 au XVIIe, 52 au XVIIIe, dont la célèbre grande rébellion de Saint-Domingue, et 32 au cours du XIXe siècle, qui se sont soldés par la fin définitive de la traite négrière. On voit donc par cet exemple qu'il y a d'abord un refus de l'esclavage de sa condition. Mais il y a aussi la religion. La religion qui est vécue par les esclaves comme une force collective puisée dans l'Afrique mère. Cette force fonde le syncrétisme religieux comme ceux qu'on voit au Brésil et toutes ces divinités Yoruba que vous voyez à Salvador de Bahia. Et un de nos aînés a bien étudié ici au Bénin. Je pense en particulier à Joseph Yahi, l'ambassadeur Joseph Yahi, que je considérais comme mon grand frère et qui a étudié cette question avec beaucoup de finesse et beaucoup de savoir-faire. Vraiment, je vous demande d'applaudir son nom encore. Donc cette force qui fonde le syncrétisme religieux de la mythologie est transplantée au Brésil, dans les Antilles. C'est aussi une forme de retour spirituel en Afrique. Lorsque vers les années 1820-1830, le courant abolitionniste anglais tente le retour des esclaves vers le Libéria et la Sierra Leone, on constate dans les Negro Spirituals des États-Unis, des esclaves
du sud des États-Unis, qu'ils chantent dans une langue qui a de vagues liens avec l'anglais et qui évoque avec intensité et simplicité leurs rêves, leur résignation, mais aussi leur révolte cachée et l'obsession d'un retour prochain, exactement comme le retour des Hébreux sur la terre promise. Un désir de djihad, exactement comme leur souvenir d'antan les obligeait à tenter aussi sur ces terres nouvelles le djihad. Pour cela, ils seront vite rapatriés en Afrique. Beaucoup d'Agoudas font partie de ces esclaves revenus de force, mais en même temps bien contents de retrouver la terre de leurs ancêtres. On a aussi les dénonciations de l'esclavage par des affranchis dans l'opinion publique européenne. Je note par exemple en France que ces dénonciations ont prolongé l'action de l'abbé Grégoire et de Sébastien Mercier. Tout cela montre le poids de l'esclavage dans les relations entretenues entre les différentes composantes des sociétés africaines, celles des sociétés africaines avec le reste du monde connu. En reproduisant la société de l'Afrique mère à l'insu de leurs maîtres, les diasporas se rattachent à leurs racines. D'où la force de l'appel du retour lorsque les circonstances s'y prêtent. Poussant plus avant ces politiques d'expansion, l'Europe impérialiste décide de conquérir l'Afrique et l'Asie. L'échec des résistances armées à la conquête coloniale européenne fut en Afrique le point de départ de toutes les formes de dépendance et de prédation coloniale, c'est-à-dire le pillage de nos richesses naturelles, mais c'est-à-dire aussi le pillage de nos biens culturels. J'ai noté par exemple que sur les environ 90 000 pièces d'art, d'objets africains trouvées en France, il y a près de 50 000 qui sont arrivés sur le territoire français entre 1885 et 1960, c'est-à-dire entre le moment de la conquête et la période coloniale. C'est cela aussi le système colonial. C'est cela d'abord le système colonial. Voilà pourquoi, même vaincus, ces résistances anticoloniales vont prendre de nouvelles formes, car c'est au cœur même du système et contre celui-ci que vont se concevoir et bientôt mises en œuvre de nouvelles idées sur le devenir de l'Afrique globale. On recourt alors à l'arme de la parole et à l'action politique pour dénoncer le système, soutenir les revendications de liberté et de droit. Ces idées sont aussi celles liées à la promotion de l'État-nation comme espace unitaire que dessinent dorénavant les frontières imposées par l'Europe après 1885 et qui débordent largement les cadres précoloniaux. C'est aussi le panafricanisme comme théorie contre le racisme anti-noir. Je vous renvoie ici surtout au noirisme qui s'est développé dans les Antilles. Le panafricanisme aussi comme arme de défense de la dignité africaine. Je vous renvoie ici aux différents courants de la négritude, mais aussi au jazz et aux musiques créoles. Enfin, le panafricanisme comme volonté commune d'affirmation
de la liberté des peuples africains. De là se déploient les discours sur l'indépendance de l'Afrique et dans l'ère postcoloniale, plus tard, la volonté de souveraineté, les libertés individuelles et collectives, la démocratie, les droits civiques, la demande de retour des biens culturels, l'intensification des relations entre les peuples de la diaspora et l'Afrique mère. Ces combats engagés hier sont loin d'être terminés. Malgré l'Union africaine et son agenda des libertés individuelles et collectives, la réalisation de la justice sociale. L'histoire est une continuité, disait Jean d'Ormesson. Elle est aussi une impatience. Elle regarde vers demain comme elle regarde vers hier. Et pour paraphraser donc Victor Hugo, je voudrais dire que je ne suis pas de ceux qui croient qu'on peut supprimer la souffrance dans ce monde. Mais je suis de ceux qui pensent qu'on peut détruire la misère dans l'Afrique globale. Je vous remercie.